Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, j'ai quelques scrupules après ce qu'on vient d'entendre de vous parler d'antibioprophylaxie. Pour avoir été de temps en temps sur le terrain, vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que vous pourrez vivre. Et ce que notre collègue vous a raconté, c'est... vous prenez le pire que vous pouvez imaginer et là, vous serez à peu près dans la réalité. Alors, antibioprophylaxie, bon, c'est notre partie au quotidien. On est dans un contexte extrêmement différent de tout ce que vous venez d'entendre, même si il faut de temps en temps également faire de la prophylaxie en Afrique subsaharienne et que les germes que vous allez rapporter sont tout sauf des plaisanteries. Bon, antibioprophylaxie, quoi de neuf en 2024 ? Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur la question. Pour commencer, je vous rappelle les fondamentaux, c'est comme au rugby, ça ne change jamais. Donc c'est pour de la chirurgie propre ou de la chirurgie propre contaminée. On essaye d'utiliser des antibiotiques à spectre étroit de manière à éviter qu'il y ait déjà des choses qui émergent rapidement. On essaye d'injecter les antibiotiques dans les 60 minutes avant ou plus tard, au dernier carat, vraiment avant l'incision. Et quand vous faites de l'orthopédie, c'est avant la mise du garrot naturellement. Et on essaye que cette prophylaxie soit de durée courte, même si nos amis chirurgiens font tout ce qu'ils peuvent pour prolonger ces prophylaxies de manière extrêmement inhabituelle et totalement inconsidérée. Au total, sur la révision 2023, la précédente était en 2018, nos collègues et tous les experts se sont penchés sur pratiquement 5200 publications sur le sujet. Donc naturellement, je ne vais pas vous passer en revue tout ça parce que ce serait d'abord fastidieux et en plus, il y a beaucoup de reprises et de choses qui sont confirmées. Donc je vous propose, et ça tombe bien dans la rubrique de cette session, peut-être les deux challenges les plus directs que vous allez avoir à aborder. D'une part, la prophylaxie en chirurgie colorectale, et d'autre part, et ça c'est une vraie nouveauté, l'antibioprophylaxie et les bactéries multirésistantes que vous pourrez rencontrer dans votre pratique. Et si c'est un challenge, c'est parce que ces deux sujets sont, on va dire, des chantiers en cours d'élaboration, et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de difficultés sur lesquelles vous allez, vous, dans votre pratique et dans vos institutions, avoir besoin peut-être de métaboliser, d'adapter les recommandations que je vais vous présenter ci-après. Donc je vous rappelle que pour la prophylaxie en chirurgie colorectale, il y a théoriquement deux séquences. La veille de l'intervention, un certain nombre de procédures ont été proposées. Ça peut être une prophylaxie orale préopératoire, ça peut être du métronidazole, ça peut être des aminosides type néomycine qui avaient été proposés par exemple pour la recommandation de 2018. Il peut y avoir une préparation digestive de type agents qui vont faciliter et accélérer le transit, ou bien un lavement, ou bien une combinaison de ces deux approches. Et puis, le jour de l'intervention, et comme d'habitude, on va faire une prophylaxie intraveineuse avant l'incision, et c'est à peu près systématique. Et un certain nombre d'enquêtes épidémiologiques ont été faites sur la question et qui retrouvent exactement cette approche. Et ensuite, quand vous faites la littérature, vous allez vous retrouver avec toute cette longue liste de critères d'évaluation de l'efficacité et de la sécurité de cette prophylaxie. Et naturellement, on va regarder les infections du site opératoire, on va regarder le lâchage de l'anastomose, qui sont quand même les deux complications majeures. Et puis après, il y a toute une série, on va dire, d'éléments collatéraux qu'on pourrait imaginer. Le pire du pire, c'est le décès à J30, mais enfin, sur de la prophylaxie, sur une chirurgie réglée, c'est quand même vraiment pas de chance. Et puis sinon, il y a tout le reste, Clostridium difficile et les autres complications respiratoires, les intolérances à la prophylaxie, ainsi de suite. Pour vous résumer tout ça, il y a grosso modo deux grandes philosophies. Une approche, on pourrait dire, minimaliste, moins c'est mieux, avec peu de préparation digestive et uniquement une antibioprophylaxie intraveineuse au moment du geste chirurgical. Et ça se pratique dans de nombreux pays en Europe, les Français étant bien placés. Il y a eu, il y a de ça quelques années, une étude épidémiologique qui avait été faite par Yves Panis et qui retrouvait qu'en France, la partie préparation digestive, elle était extrêmement modeste. Et puis vous avez une autre approche qui est on fait le maximum, genre un peu tapis de bombe, on va essayer de tout éradiquer, tout nettoyer, avec
une préparation digestive, avec une antibiothérapie par voie orale, et puis on rajoute les antibiotiques de prophylaxie intraveineuse au moment du geste chirurgical. Et ça, c'est plutôt la version Amérique du Nord, donc ça veut dire États-Unis, Canada, mais un certain nombre de pays européens, plutôt de culture anglo-saxonne, ont également cette approche. Alors je ne vais pas vous imposer une littérature particulièrement abondante sur le sujet. Voilà ici les dernières méta-analyses qui ont été publiées. Et comme vous pouvez le constater, on retrouve... Alors je ne sais pas si je vais prendre le pointeur. Non, et voilà, j'ai fait les bêtises qu'il ne fallait pas faire. Voilà le pointeur. Donc vous pouvez retrouver ici en haut, AO, c'est antibiothérapie par voie orale. Prophylaxie digestive, l'association des deux. Et puis naturellement, vous retrouvez à chaque fois une prophylaxie intraveineuse associée. Comme vous pouvez le constater, on a des collectifs qui peuvent être relativement cossus, avec pour ce travail-là, par exemple, quasiment 60 000 patients qui ont été étudiés. La plupart du temps, c'est les infections du site opératoire et les lâchages d'anastomose qui sont les critères de jugement. Et tout ça recoupe des études qui datent des années 1980 jusqu'aux années 2000-2020. Et c'est un premier vice de concept, c'est-à-dire que de regarder des études qui datent de 1980, ce n'étaient pas les mêmes malades, ils n'avaient pas les mêmes comorbidités, il n'y avait pas encore la junk food telle qu'on l'a actuellement avec le Coca et le McDonald's, même si j'adore ça comme tout le monde. Et au bout du compte, juger des procédures de chirurgie colorectale de cette époque-là et les comparer à ce qui se passe en 2015 est probablement une faute contre l'esprit. D'autant plus qu'il y a, par exemple, beaucoup de celluliochirurgie maintenant, ce qui n'était pas le cas à cette époque-là. Tout ça pour dire que ces méta-analyses, elles valent ce qu'elles valent et que ça pose un vrai problème. Et ça pose tellement de problèmes qu'il faut peut-être regarder les choses un petit peu différemment. Et je vous propose ce papier qui a été publié dans le JAMA en 2022, qui reprend lui aussi des études qui datent de 1978 et jusqu'à 2019, mais ils ont fait ce qu'on appelle une analyse en réseau, c'est-à-dire qu'ils ont regroupé les différents types de procédures. Et donc vous avez... Oh, décidément, je ne suis pas doué. Voilà. Donc ils ont repris... plus les ronds sont volumineux, plus ça veut dire qu'il y a de patients qui ont été étudiés. Donc ici, préparation digestive en haut et antibiotiques intraveineux pour 2700 patients, ou bien traitement antibiotique intraveineux tout seul, mais il y avait également donc de la préparation digestive, des lavements digestifs, des antibiotiques oraux, et puis dans ce travail, les auteurs ont en plus essayé d'analyser plus finement la prophylaxie intraveineuse avec un traitement adapté, IVA, ou bien B pour BAD, et donc un traitement intraveineux inadapté qui ne prenait pas en compte tous les germes aérobies et tous les germes anaérobies. Et les critères de jugement sont ceux qu'on pouvait attendre, les infections du site opératoire superficielles ou profondes et les lâchages d'anastomose. Ce sont les éléments majeurs de cette approche. Alors, je vous fais grâce de toute la méthodologie statistique. Voilà ici un premier tableau de résultats dans lesquels les auteurs ont classé et ont essayé de définir quelles étaient les antibioprophylaxies, ou en tout cas les préparations qu'on allait classer en première position. Et vous avez ici en haut une échelle de couleurs. Gris clair, ça veut dire que c'était les meilleurs, et puis les plus mauvais, c'était en foncé, numéro 8. Et donc, à ce stade-là, et dans ce classement, ce que les auteurs avaient trouvé comme meilleure approche, c'était un traitement intraveineux, donc prophylaxie immédiatement avant l'intervention chirurgicale, plus des antibiotiques par voie orale, plus ou moins éventuellement des lavements. La deuxième mieux classée, c'était la préparation digestive, plus des antibiotiques intraveineux adaptés, plus des antibiotiques par voie orale, autrement dit l'approche anglo-saxonne. Et puis, notez que les antibiotiques intraveineux tout seuls, ils n'étaient pas très bien classés, ils apparaissaient en 3e, voire 4e, 5e, 7e position. Et puis, deuxième approche en termes de résultats, ils ont classé les résultats de ces différentes prophylaxies. Alors, en bas, avec les meilleurs résultats pour une infection du site opératoire. Et quand vous avez l'indice 100, ça veut dire que vous n'avez quasiment pas d'infection du site opératoire. Et puis, en ordonnée, le classement pour les lâchages d'anastomose. Et là encore, si vous avez 100 points, ça veut dire que vous n'avez quasiment pas de lâchage d'anastomose. Et donc, il y a à nouveau deux approches qui émergent et que je vous ai mis dans ce cercle rouge pour dire qu'on se retrouve avec soit un traitement intraveineux plus un traitement antibiotique oral plus un lavement, comme très bien placé, ou bien
une préparation digestive autre qu'un lavement, plus un traitement antibiotique intraveineux, plus un traitement antibiotique par voie orale. Notez au passage que les antibiotiques intraveineux tout seuls, c'est pas tip-top, vous voyez qu'on est à peu près à 50% de cotation, autrement dit que ce qu'on fait est probablement suboptimal. Et puis, dernier élément, parce que vous allez voir que ça intervient après, je voudrais vous livrer, mais vous en avez probablement entendu parler, ce travail qui avait été fait par Emmanuel Futtier, probablement qu'un certain nombre d'entre vous avaient été impliqués dans ce travail, qui était une évaluation de prophylaxie en chirurgie colorectale. Ça s'était déroulé dans 14 hôpitaux en France, en double insu, avec un groupe contrôle dans lesquels les patients avaient reçu du placebo par voie orale 12 heures avant l'intervention et de la céfoxytine intraveineuse 30 minutes avant l'incision, répétée toutes les 12 heures, on va dire comme ce qu'on a l'habitude de pratiquer selon les recommandations. Et puis le groupe interventionnel, c'était de l'ornidazole, autrement dit un imidazolé par voie orale, l'ornidazole étant la petite sœur du métronidazole, 12 heures avant l'intervention, 1 gramme, associé à de la céfoxytine comme d'habitude. Les patients étaient suivis à J30, 90 et à 6 mois. Comme critère de jugement principal, c'était l'infection du site opératoire. Et les patients étaient stratifiés par centre, la paro versus célio, et puis la préparation cutanée, chlorhexidine versus povidone, avait été également regardée. Voilà ici les résultats. Et donc, c'est une victoire sans aucune discussion par la prophylaxie par voie orale. Tout en haut, vous avez le collectif complet des patients dans lequel vous avez un odds ratio à 0,6, autrement dit 40% de bénéfices par rapport à un traitement conventionnel sans préparation digestive. Mais ensuite, que vous regardiez, alors il était autorisé éventuellement dans cet essai que vous puissiez en plus surajouter, si vous le souhaitiez, une préparation digestive. Et là, en l'occurrence, il y a un bénéfice encore plus substantiel quand vous rajoutez une préparation digestive, et que ce soit de la chirurgie colique ou de la chirurgie rectale, les deux sont valables. Et donc, tous ces travaux mènent aux recommandations qui ont été établies par l'ASFAR l'année dernière, et dans lesquelles, pour tout ce qui va être de la chirurgie qui touche de près ou de loin le colorectal, on continue à employer de la céfoxytine, 2 grammes IV, 1 heure, puis toutes les 2 heures jusqu'à la fin de la chirurgie, donc rien que de très conventionnel. Et on propose cette fois-ci une antibiothérapie par voie orale la veille au soir. Alors, je vous rappelle qu'en 2018, il y avait eu une proposition qui avait été faite avec la néomycine, sauf que la néomycine n'est pas disponible en France, et donc l'ASFAR avait fait un rétropédalage en disant écoutez, vous utilisez de la céfoxytine, vous rajoutez du métronidazole par voie intraveineuse parce qu'il y a un certain nombre de souches qui peuvent être éventuellement résistantes, et puis avec ça, tout va bien, tout se passe bien. Donc là, on a rajouté métronidazole avec 200 mg de tobramycine et 1 g de métronidazole. Et voilà ici l'ordonnance que vous pourrez télécharger sur le site de l'ASFAR, proposant donc de la Tobra, de 200 mg, ça fait 2 flacons, associés au métronidazole. Il y a un tout petit problème, c'est que la tobramycine, elle est hors AMM, et ce qui veut dire que le pharmacien renacle, voire refuse de le donner aux patients. Que deuxièmement, comme la tobramycine est prescrite hors AMM, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Et que troisièmement, je vous mets au défi, si vous n'avez pas une pince de cochère, d'ouvrir les flacons de tobramycine. Quand vous avez 80 ans et un peu de difficulté sur vos articulations des mains, c'est quasiment impossible. Donc la question est sur la table actuellement de savoir ce qu'on fait. Par exemple, dans notre hôpital, et on travaille en partenariat avec Beaujon pour ça, on est en train de se dire que peut-être que le métronidazole tout seul, ça ne fait pas si mal, et vous avez vu ce que Futtier a montré, ça veut dire que c'est probablement une bonne solution. Dans l'état actuel des choses, nous n'avons pas de vraie réponse de l'ASFAR, et je ne suis pas sûr que l'ASFAR va revenir en arrière. En tout cas, une chose est certaine, c'est que dans vos différents établissements, il va falloir que vous encore, vous mâchonniez, métabolisiez, digériez ces recommandations pour les adapter au plus près avec vos patients, ou bien vous faites la paix avec votre pharmacien, ce qui n'est pas toujours facile quand c'est hors AMM.
Sujet tout à fait connexe, même si ça n'y paraît pas, antibioprophylaxie et bactéries multirésistantes. Je vous rappelle que des bactéries multirésistantes, on en trouve dans tous les types de chirurgie, avec néanmoins une mention particulière pour les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi, qui sont des souches extrêmement disséminées et qui posent un vrai problème. On ne parle même pas des pays en voie de développement où ça, c'est endémique. Je vous rappelle que les antibiotiques que l'on a ne sont pas efficaces de manière systématique sur ces entérobactéries productrices de BLSE et que par exemple la Piperacillin tazobactam, ça marche vraiment pas bien, que la ceftazidime est également impactée, que les fluoroquinolones, vous les oubliez. Donc je vous ai mis des feux de circulation là. En vert, vous pouvez utiliser les carbapénem, le cefepime, enfin faire de la prophylaxie au cefepime, c'est quand même pas très très fréquent, ou bien de la tigée, où on retrouve les aminosides dans ce cadre-là. Alors pourquoi se préoccuper de ce genre de choses? Parce que cette année est sortie cette enquête, Primo, qui a été réalisée sur 700, enfin quasiment 800 000 prélèvements de CBU, en ville et dans des EHPAD. Et je vous ai mis ici les résultats qui sont donnés dans les EHPAD, en haut avec des Escherichia coli producteurs de BLSE et en bas avec des Klebsiella pneumoniae productrices de BLSE. Et si vous travaillez en Île-de-France par exemple et que vous ayez un patient d'EHPAD qui a fait une infection urinaire à Klebsiella, il a quasiment 30% de chances d'avoir des Klebsiella BLSE. Pareil en région Aquitaine, pareil en région PACA, et quand vous regardez Outre-mer, c'est encore pire dans toutes ces circonstances. Ça veut dire la chose suivante, ça veut dire qu'un patient qui a fait une infection urinaire avec une souche de BLSE, il va la garder en souvenir pendant un bon moment, et la durée du portage fécal de ces BLSE, elle est longue. Elle est au minimum, enfin en moyenne de 6 mois, voire 1 an, voire plus. Donc ça veut dire que si vous avez un patient qui a fait une infection urinaire, et tout particulièrement un patient qui est en EHPAD, vous avez probablement un risque. Et voilà ici un travail qui a été publié il y a de ça maintenant 3-4 ans, dans lequel, à Genève, en Serbie et en Israël, les auteurs ont systématiquement écouvillonné des patients qui avaient de la chirurgie colorectale. Ils ont retrouvé, comme vous pouvez le constater, des proportions non négligeables de portage de BLSE. Et quand on regarde le devenir de ces patients qui ont eu cette chirurgie colorectale, ils se retrouvent avec 2,5 fois plus d'infections du site opératoire s'ils étaient porteurs de BLSE. Et au sein de ces infections du site opératoire, on retrouvait 4 fois plus d'entérobactéries BLSE dans les prélèvements chirurgicaux. Autrement dit, le fait d'être porteur de BLSE est en soi un facteur de risque. Les auteurs, dans un deuxième temps, se sont posé la question de savoir comment faire pour essayer d'éradiquer ça. Et leur prophylaxie de base était le céfuroxime, qui ne marche absolument pas contre les BLSE. Et ils ont décidé d'utiliser de l'ertapenem chez les patients qui étaient porteurs de ces souches productrices de BLSE. Le critère de jugement était l'infection du site opératoire à J30. C'est une étude qui n'est pas randomisée, mais qui est consécutive. Donc, dans un premier temps, vous avez eu 247 patients qui ont reçu des céphalosporines, et on sait que ça ne marchait pas bien, voire pas du tout. Et puis, les 221 suivants qui étaient identifiés les uns et les autres porteurs de BLSE ont reçu de l'ertapenem. Et quand vous avez eu une céphalosporine, vous avez 22% d'infection du site opératoire chez ces patients-là, c'est quand même cher payé, et puis vous descendez à 15% quand vous avez eu de l'ertapenem. Et en fait, le risque d'ISO est réduit de 33%, et si vous regardez plus spécifiquement l'incidence d'une infection profonde à BLSE, vous en avez moins de 1% chez les patients qui ont reçu de l'ertapenem. Autrement dit, au total, vous avez une réduction en utilisant un carbapénem de 86% de l'incidence de ces infections du site opératoire. La Société européenne de pathologie infectieuse a, en 2022, établi une recommandation en disant qu'il fallait dépister les BLSE chez les patients qui ont une transplantation hépatique ou de la chirurgie colorectale dans un délai de 20 jours avant l'intervention. Vous pouviez le faire de manière ciblée chez les patients à risque type EHPAD, comme je viens de vous le mentionner, ou bien systématique si vous avez une incidence large dans la population. Et après, il ne vous disait pas ce qu'il fallait faire comme prophylaxie. L'ASFAR a repris exactement la même question. Est-ce qu'il faut modifier la prophylaxie chez un patient qui est colonisé à BLSE? Et donc, la réponse est, en cas de prévalence d'une colonisation digestive à souche productrice de BLSE supérieure ou égale à 10%, la réponse est oui.
Et à ce moment-là, on vous recommande de faire un écouvillonnage rectal à vos patients dans le mois précédant la chirurgie et ensuite d'adapter la prophylaxie et de diminuer l'incidence du site opératoire. La SFAR ne dit pas en substance comment adapter l'antibioprophylaxie, mais globalement, si on ne fait pas de l'ertapenem, ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Donc pour conclure, puisque le temps passe extrêmement vite, la préparation en chirurgie digestive colorectale, ça va probablement continuer à évoluer, mais on va avoir du mal à se passer d'une préparation digestive ou d'antibiotiques oraux avant l'intervention. Le dépistage des BMR, ça devient un élément important de notre pratique, avec des stratégies de portage qui sont à préciser, quand, comment faire l'écouvillonnage chez quel patient. Et puis, dans votre pratique, c'est un challenge, puisque vous allez avoir des répercussions de ces recommandations, naturellement avec l'objectif de réduire les infections associées aux soins, mais comme maintenant ces recommandations sont dans le monde et dans la société civile, ça veut dire que si vous avez des infections du site opératoire, vous pourrez avoir des conséquences médico-légales si vous avez eu une prophylaxie qui ne correspondait pas directement à ce qu'on avait recommandé là. Je vous remercie pour votre attention.